Bien, bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes ravis de vous recevoir nombreux. Nous avons une centaine d'inscrits, donc les gens arrivent petit à petit, mais nous allons commencer parce qu'il est déjà 9h35. Je voulais aussi vous signaler que cette intervention, ce webinaire est enregistré afin que vous puissiez, pour certains, le revoir ou bien pour ceux qui sont absents, le réécouter sur YouTube de l'agence, sur la chaîne de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, la NLCI. Voilà, donc nous avons coupé les micros, comme il est d'usage maintenant, mais ne vous inquiétez pas, les micros seront ouverts au moment des questions-réponses en fin d'intervention. Alors, je suis honorée d'introduire ce webinaire. Je suis Aline Bombard, responsable projet enjeux sociétaux à Uniformation. Je suis en charge de ce sujet depuis de nombreuses années et Uniformation est engagée dans la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme depuis plus de 2 décennies maintenant. Donc, nous sommes ravis et nous remercions tous les témoins qui sont aujourd'hui présents. Je vais faire une présentation un peu plus tard, au moment de l'introduction, des différents témoins présents aujourd'hui, les témoins de l'Association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux. Il y a aussi un expert qui est présent, qui est Pascal Moulette, qui est juste à côté de moi, qui est enseignant-chercheur de l'Université de Lyon 2. Et voilà, je voulais aussi remercier Audrey Colna, qui représente l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme au niveau de la région. Lamia Halal, qui représente la NLCI au niveau national, va nous rejoindre. Il y a eu un petit souci de transport ce matin, elle vient de Lyon. Et puis, à côté de moi, nous avons 2 représentants de la délégation Île-de-France, donc Cécile Girard, qui a coordonné, a été aux manettes de cette programmation et je l'en remercie grandement. Et puis, nous avons Inès qui est présente aussi, qui est conseillère en emploi-formation également en Île-de-France. Alors, voilà, donc ce webinaire qui est co-organisé avec la NLCI, Uniformation et la CMS. Aujourd'hui, je voulais juste introduire quelques informations sur la lutte contre l'illettrisme, quelques chiffres, aussi bien sur Uniformation, parce que je crois que les inscrits, enfin, tout le monde ne connaît pas forcément Uniformation. Voilà quelques éléments sur Uniformation. Donc, Uniformation est l'OPCO de la cohésion sociale, c'est-à-dire que ça regroupe 17 branches, un peu plus de 50 000 entreprises adhérentes, dont 82% sont des petites structures de moins de 11 salariés. Ça couvre plus d'1 million de salariés et nous gérons 402 millions d'euros pour financer des formations, dont bien sûr des formations sur les compétences de base et sur les compétences numériques. Par exemple, sur l'année 2023, nous avons financé 1,7 million de formations sur les compétences de base et les compétences numériques. Sur une dizaine d'années, ça représente 35 000 salariés qui ont bénéficié de financement. Donc, vous voyez, ce n'est pas anodin. C'est un sujet qui est à cœur depuis longtemps. Il fait partie des politiques bien sûr publiques, mais aussi nationales d'uniformation depuis 1999, pour être précise. Et bien sûr, nous faisons aussi partie
Nous sommes membres actifs, administrateurs de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme depuis de nombreuses années. Donc, nous siégeons au bureau et à l'Assemblée générale. Voilà pour alors uniformation. Cécile rentrera un peu plus dans le détail dans sa partie. Voilà, nous accompagnons bien sûr sur le financement des dispositifs de la formation professionnelle. Nous accompagnons bien sûr nos adhérents et nos branches sur toutes les thématiques RH, recrutement, insertion, gestion prévisionnelle des emplois, ingénierie pédagogique également. Voilà, mais je laisserai Cécile pour plus d'informations et plus de détails. Et puis aussi, bien sûr, nous avons une mission d'information auprès de nos adhérents et nos branches, donc de différentes manières, que ce soit sur le site, sur l'accueil téléphonique, sur des réunions thématiques en présentiel ou en distanciel, comme celle-ci, par exemple. Voilà pour être très brève et rapide, parce que j'ai un temps limité de parole pour vous présenter l'uniformation. Peut-être quelques mots, Audrey, sur l'ANLCI. Oui, oui, merci Aline. Donc, l'ANLCI donc, est un groupement d'intérêt public où siègent les principaux ministères à l'Assemblée générale, donc, qui a une mission, on va dire, assez vaste de mesure de l'illettrisme, notamment grâce à l'Observatoire de l'illettrisme et de l'électronisme. On va révéler quelques chiffres. Ensuite, on a la coordination des acteurs de terrain et enfin l'outillage. Et on va en parler plus précisément tout à l'heure des outils qui sont mis à disposition des acteurs gratuitement par l'agence. Merci, Audrey. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet et laisser la parole à nos différents intervenants, quelques chiffres sur l'illettrisme et l'électronisme qui nous réunit bien sûr aujourd'hui dans cette semaine des journées nationales de lutte contre l'illettrisme. L'INSEE récemment a publié une actualisation des chiffres qui datait de 2012, hein, si je ne me trompe pas. Donc aujourd'hui, nous savons que une personne sur 10 rencontre de fortes difficultés dans au moins une des compétences de base enquêtées, à savoir identifier les mots, comprendre le texte, écrire et compter. Ces chiffres datent donc d'avril 2024 dans le cadre de l'enquête de la formation tout au long de la vie. Ces chiffres aussi, les résultats mettent en évidence que 4% des personnes âgées de 18 à 64 ans ayant débuté leur scolarité en France peuvent être considérées en situation d'illettrisme. Elles représentent 1,4 million de personnes en France. Hein, c'est un chiffre assez important pour qu'on s'y intéresse. Et la moitié, alors donc la moitié ont plus de 45 ans, mais les jeunes représentent une part sensible qui est de 15%. Hein, c'est un chiffre assez important. Plus d'une personne sur deux sont en forte difficulté en emploi. 55% sont en emploi. 13% sont des demandeurs d'emploi et 32% sont inactifs. Bien entendu, tous les territoires sont concernés et on sait que 66% habitent dans les grandes villes et 34% dans les zones rurales. Donc, c'est vrai qu'on pourrait parfois penser que c'est plutôt dans les zones rurales. Ben non, voilà, on casse certains a priori. Voilà, je vais m'arrêter sur cette longue série de chiffres. Si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations sur ces chiffres, hein, l'ANLCI a publié ce rapport. Vous le retrouverez sur leur site. Cécile va vous le partager dans le chat. Et puis, il y a eu aussi une présentation orale et plus détaillée le 6 septembre dernier par l'agence. Là aussi, on va vous partager le lien afin que vous puissiez voilà, entendre les détails, les commentaires de ces chiffres. Voilà, alors juste avant de passer la parole aux intervenants, je vais vous présenter le sommaire.
Donc, on aura une première intervention de l'ACM, ACMS, pardon, présentation des missions de la structure, des chiffres et des repères dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle par Catherine Chapan et par Anan Schmidt, qui sont juste en face de moi. Ensuite, Pascal Moulette, donc enseignant-chercheur à l'Université de Lyon 2, présentera ses travaux sur les risques dans l'entreprise, économiques, sociaux et psychosociaux, dont un outil qui existe qui s'appelle le diagnostic évagile, qui est largement diffusé à Uniformation par nos conseillers emploi-formation en Ile-de-France, mais bien sûr dans toutes les régions, hein. Le témoignage ensuite de Compass Group France avec Emmanuelle Bouy, directrice de la formation, et Juliette Aliment, Qu'on excuse, qui ne sera pas là aujourd'hui. Qui sera pas là aujourd'hui, qui est donc la directrice de projet, qui ont pris en main la question de l'illettresse et le travail et mis en place le plan de formation adapté. Un dernier témoignage par une structure de l'insertion par l'activité économique parisienne avec Isabelle Dahéron d'Emmaüs Défi, qui est là aussi en face de moi. Voilà, sur tout ce que vous faisiez par rapport à ce sujet. Et enfin, nous terminerons avec l'intervention d'Audrey pour l'ANELCI et de Cécile pour Uniformation sur les outils et les bonnes pratiques de repérage pour être sûr aussi de tout ce que nos deux institutions peuvent mettre en œuvre pour vous accompagner. Et puis nous finirons bien sûr par ce temps de questions-réponses. Voilà, je passe la parole à mesdames Chapan et Smirs. Bien, merci Madame Bomba. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons nous présenter. Nous sommes deux assistantes sociales de la CMS, qui est un centre de santé au travail. Donc, à ma gauche, ma collègue Anan Smirs, qui est sur le secteur de Vélizy, et moi-même, Catherine Chapan, sur le secteur de Longjumeau. Donc, notre intervention va être axée sur la prévention du point de vue de la santé au travail. Alors, juste une petite précision, on a certaines diapos qui sont un petit peu denses, donc voilà, pas d'inquiétude, le support vous sera envoyé à la fin si vous n'arrivez pas à tout suivre. Donc, je passe la parole à ma collègue qui va commencer l'intervention. Bonjour à toutes et à tous. Donc là, je vais vous faire une petite présentation de l'ACMS. L'ACMS est un service de prévention et de santé au travail. Je laisse ma collègue gérer. Est un service de prévention et de santé au travail d'Île-de-France. Nous suivons à peu près 80 000 lieux de travail, ce qui représente un peu plus d'1 million de salariés. Certains participants ne sont pas adhérents à la CMS, mais les missions des services de prévention et de santé au travail sont toutes les mêmes. Elles sont réglementées par le Code du travail. Et la mission principale est d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Comment on réalise cette mission? On réalise cette mission par des actions au milieu de travail. Le médecin du travail, son équipe pluridisciplinaire se rend dans l'entreprise et aussi par le suivi individuel des salariés, notamment via les visites médicales réalisées par le médecin du travail et les infirmiers en santé au travail. Pour la suite. Merci. Donc, à la CMS, nous avons un service social du travail dédié. Nous sommes une quarantaine d'assistants sociaux, partis sur toutes les deux France. Là aussi, pour les participants qui ne sont pas adhérents à la CMS, eh bien, il faudra vous contacter votre service de prévention pour savoir un peu comment il s'organise avec un service social. Notre service social s'occupe essentiellement à la mission du service social du travail et la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien dans l'emploi.
Nous accompagnons et conseillons les employeurs et les salariés sur les thématiques liées à la santé au travail, telles que le droit du travail, le handicap, la formation, la gestion de fin de carrière. Nous accompagnons également les salariés qui sont en arrêt de travail. Comme tout assistant social, nous sommes tenus au ce qui permet d'avoir une relation de confiance pour un accompagnement individuel auprès des salariés. Nous travaillons en collaboration avec le médecin du travail et l'équipe pluridisciplinaire. Et nous réalisons aussi, en plus des suivis individuels, des actions collectives de sensibilisation auprès des salariés et des employeurs. Donc, transformation numérique, quels sont les impacts sur les compétences professionnelles et le maintien dans l'emploi? C'est le sujet donc, de ce webinaire. Et pourquoi ce sujet évoqué dans le cadre de la santé au travail? Parce que ce sujet est un enjeu majeur de la prévention de la désinsertion professionnelle et du maintien en emploi. Qu'est-ce que la prévention de la désinsertion professionnelle? Il s'agit de détecter le plus précocement possible les situations professionnelles susceptibles de provoquer une altération de la santé des travailleurs impactant leur maintien en emploi. Le développement du numérique, la digitalisation de la société, tant au niveau privé qu'au niveau professionnel, implique une part importante de l'écrit et de la lecture. Et à travers les difficultés d'accès au numérique, peuvent opérer les difficultés liées à la lecture et à l'écriture. C'est pour ça d'ailleurs que nous intervenons dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme. Au préalable, on souhaite aussi vous faire part de quelques définitions. Donc, l'illettrisme concerne une personne qui a été scolarisée en France, mais qui n'a pas acquis ou a désappris une maîtrise suffisante des compétences de base. L'analphabétisme concerne un adulte qui n'a jamais été scolarisé. Le français langue étrangère concerne une personne immigrée qui a été scolarisée dans un autre pays, mais qui ne maîtrise pas les bases du français. Et l'électronisme désigne la méconnaissance du langage et des outils numériques. Excusez-nous pour l'utilisation de la souris, qui est un peu délicate. Ouais. Hop, elle est très sensible. Oui. Et dessus. Sur le. Oui, là, cliquez. Ah là là. C'est compliqué. Sur. Ah, je pense qu'il faudrait que quelqu'un prenne la souris. Oui, peut-être. Mais c'est. Ouais, on a. Pardon. Elle est où? Les autres écrans. Là, j'ai fait encore Les aléas du disons. Ouais. Bon, ben, c'est encore. Ne vous partagez plus. Mais il faut arrêter à ce moment-là le partage et le Il faut recommencer. recommencer le partage. Il faut arrêter là-haut le partage et le recommencer. Mais elle est hyper sensible. Oui, elle est très sensible. Je sais pas. Peut-être la mettre sur un. Ben oui, j'ai une souris. Et avec, comme si de rien n'était. Et là. Oui, c'est ici. Même c'est cool. Les fenêtres. Hein. Il faut arrêter le partage et le recommencer. Parce qu'il y a encore en fait. Donc là, les gens voient aussi. Bah si. Excusez-nous pour ce problème technique. On va essayer de le résoudre. Les aléas, puis direct. Ça. Est-ce que tout le monde voit bien le support? J'imagine que oui. Oui. Chat? Oui, c'est bon. Oui, C'est bon. Merci. Bon. Merci. Merci. C'est bon. Alors, on est sur la diapo 5, la page 5. Ah, mais du coup, En avant. En arrière. Encore en arrière. Encore. Encore une. Et voilà. Voilà. je vais gérer. Merci, Cécile. Voilà, excusez-nous pour ce petit problème technique. Donc, je reprends la parole. Donc, en fait, nous sommes 4 assistantes sociales à la CMS à avoir créé un groupe de travail en 2016 et nous allons vous faire une brève présentation des travaux que nous avons réalisés au fil des années. Donc, ce groupe a été créé en 2016 à l'occasion du congrès de la médecine du travail à Paris.
Et nous avions présenté à l'occasion un poster qui s'intitulait « Quel sens à la pénibilité, apport du service social de santé au travail ». Et à partir de ce mot pénibilité, nous nous sommes posé la question de comment accompagner nos salariés qui exercent des métiers pénibles et les accompagner sur une reconversion professionnelle. Donc, bien sûr, nous avons interrogé du coup la nécessité de faire une formation et à travers ce thème de la formation, la nécessité de maîtriser les compétences de base, la lecture, l'écriture, pour pouvoir entrer en cycle de formation qualifiante. Voilà l'origine de notre groupe de travail. Diapo suivant. Donc, nous avons contacté l'ANSCI, qui est l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, et nous avons participé à quelques-unes de ces campagnes, comme aujourd'hui. Donc, les premières campagnes à lesquelles nous avons participé, c'était celles de 2017 et 2018, où là, nous avions présenté des témoignages de salariés que nous avons accompagnés dans le cadre des formations sur les compétences de base. Et d'ailleurs, en fin de présentation, nous allons vous présenter un accompagnement particulier d'une salariée accompagnée par une assistante sociale de la CMS. Et sur les campagnes suivantes, 2022-2023, nous nous sommes tournés vers les employeurs. Donc, nous avons souhaité nous adresser aux employeurs pour les sensibiliser sur la thématique de l'illettrisme. Et nous avons participé en 2022 à un webinaire à destination de l'ensemble des adhérents à CMS lors de la campagne de la NLCI qui portait sur l'illettrisme dans le monde du travail. Et en 2023, nous avons participé à un webinaire à destination des employeurs d'aide à domicile en collaboration avec la NLCI et Uniformation, donc un peu comme aujourd'hui. L'intitulé du webinaire était « Savoir repérer et accompagner les aides à domicile en situation d'illettrisme ». Donc, cette année, le thème de la campagne de l'ANLCI est « Illettrisme, en parler pour avancer ». Et nous pouvons constater que dans le monde du travail, il n'est jamais trop tard ou trop tôt pour parler d'illettrisme au travail. Vous pouvez en parler à vos collaborateurs au moment de leur embauche ou de leur recrutement, mais également tout au long de la vie professionnelle de vos salariés, que ce salarié soit en activité professionnelle ou en arrêt de travail, parce qu'en fait, il est possible de faire des formations ou des bilans de compétences pendant un arrêt de travail, mais également, pourquoi pas, en fin de carrière. Ce thème peut être abordé à l'initiative de l'employeur ou du salarié lui-même. Elle est très sensible. Encore. Voilà, merci. Elle a bougé. Désolée. Moi, je vais en faire autre chose. Oh là là. Oui. J'ai une souris, moi. Un petit problème technique avec la souris. Peut-être qu'on peut quand même continuer pour. Allez-y. Allez-y. Oui, ils auront le soir. On raconte l'histoire, à quoi ça sert la CMS et je sais pas du coup. Là, il faut enchaîner. Donc là, on va vous parler de l'illettrisme comme facteur de risque professionnel. Et là, on va vous présenter une enquête qui a été réalisée par l'Institut de sondage CSA Research. C'est une enquête de 2017 sur la perception de l'illettrisme dans le monde de l'entreprise. L'enquête a été réalisée auprès de 600 entreprises du privé et aussi des administrations publiques. Et à la question « Quel est l'impact de l'illettrisme sur la réalisation du travail et sur la sécurité individuelle et collective ?» Pour 57% des employeurs, la difficulté de compréhension écrite constitue un risque pour la santé physique du salarié. Et pour 69% des employeurs, cela constitue un risque pour la santé psychologique. Pour la moitié des entreprises interrogées, elles pensent que la compréhension des consignes écrites ou orales
pose des difficultés dans l'entreprise. Un exemple de difficulté qui peut engendrer un problème de santé psychologique, un salarié qui, dans son métier, doit compléter des informations, faire un signalement ou compléter des documents, doit rendre des formulaires. Et si effectivement il a des difficultés face à l'écrit, soit il sollicite constamment ses collègues, soit il peut être à la longue confronté à ses limites et dans le temps, être confronté à ses limites peut engendrer un épuisement professionnel, voire une démotivation. Alors, par rapport aux facteurs de risque dans les entreprises, nous avons à la CMS une équipe pluridisciplinaire qui va dans vos entreprises et qui va s'intéresser aux risques professionnels en fonction du secteur d'activité de l'entreprise. Donc, l'équipe est constituée de médecins, d'infirmières, d'assistantes de santé au travail et d'ergonomes. Et à cette occasion, l'équipe pluridisciplinaire va dresser ce qu'on appelle une fiche d'entreprise. Cette fiche d'entreprise va faire apparaître les risques professionnels liés à l'activité, ainsi que les facteurs de risque qu'on va associer à ces risques. Et notamment, donc là, on avait affiché une fiche d'entreprise spécifique aux aides à domicile, pour vous donner un exemple. Mais si on fait un focus, par exemple, sur un des risques liés aux aides à domicile, le risque lié aux agents chimiques, par exemple, on peut se dire qu'une aide à domicile qui va avoir des difficultés à lire l'étiquette d'un produit ménager, à lire la consigne d'utilisation d'un appareil électroménager, peut se trouver en difficulté et avoir un risque pour sa santé. Agir contre l'illettrisme, c'est aussi agir en prévention de l'usure professionnelle. En effet, nous, en tant que service de santé au travail, on observe, on constate que certains métiers, comme les métiers de la restauration, de la domicile, les métiers de nettoyage, font partie des professions physiques qui, à long terme, peuvent générer une usure professionnelle. Ça peut rendre nécessaire, à un moment donné, soit un aménagement de poste, soit une reconversion professionnelle. Et le préalable à toute reconversion professionnelle est la maîtrise des compétences de base qui sont la lecture, l'écriture, le calcul et le numérique. À la CMS, on peut accompagner les salariés concernés, notamment par le repérage des personnes en situation d'illettrisme. Le repérage peut être effectué au cours des visites médicales, notamment celle de mi-carrière qui intervient autour de 45 ans. Donc, ça peut nous permettre d'intervenir de manière préventive en prévention primaire. Cela peut être un repérage qui peut s'effectuer au cours de la visite médicale de pré-reprise, qui est une visite médicale qui se déroule lors de l'arrêt de travail des salariés. Le repérage peut aussi se faire au cours de l'entretien social, qui peut être un moment pour le salarié d'évoquer ses difficultés dans un cadre bienveillant et neutre. Donc là, on a repris les diapos. Là, on peut passer à la diapo suivante, Cécile. Bien, je vais donc continuer. Donc, on se rend compte que dans le monde de l'entreprise, l'illettrisme est encore tabou ah voilà, ça y est, on a repris les diapos. Donc, on se rend compte que dans le monde de l'entreprise, l'illettrisme est encore tabou et que c'est quelque chose qui est invisible pour beaucoup d'entre nous, qui peut passer inaperçu. Pour les salariés que vous pouvez rencontrer, cela peut renvoyer à un échec scolaire et du coup, ils peuvent recourir à des stratégies d'évitement. Par exemple, vous pouvez avoir un salarié qui va vous dire j'ai oublié mes lunettes parce qu'il va pas vouloir vous avouer qu'il ne peut pas lire l'imprimé que vous lui donnez, ou bien certains salariés vont avoir du mal à faire des demandes de formation et du coup ne vont pas en faire parce qu'ils ne vont pas pouvoir remplir le formulaire de demande de formation. Ou encore aujourd'hui, on utilise beaucoup les mails dans les échanges entre collègues et c'est vrai que utiliser les mails quand on ne sait pas lire ou écrire, c'est compliqué et ça peut créer de l'isolement au niveau des salariés dans le monde du travail.
D'où la nécessité, en fait, de savoir repérer dans l'entreprise les situations d'illettrisme. Donc, pour ce qui est du repérage au sein de l'entreprise, donc comme je viens de vous dire, le repérage parfois est délicat. Donc, on vous a indiqué quelques pistes de repérage possibles dans votre entreprise. Donc, au niveau collectif, vous pouvez utiliser l'outil d'évaluation Evagile, qui est un outil de diagnostic des risques liés à l'illettrisme en milieu professionnel. Mais Pascal Moulette en parlera tout à l'heure dans sa présentation. Vous pouvez aussi, au niveau collectif, à l'occasion d'un changement d'organisation ou de l'intégration de nouveaux outils, ça peut être l'occasion d'aborder aussi ce thème. Par exemple, un service RH qui va mettre en place un coffre-fort où on va devoir mettre les bulletins de salaire et un salarié qui vient vous voir et qui va vous dire ben, « moi, j'ai du mal à aller sur ce coffre-fort, à utiliser l'outil numérique ». Ça peut être l'occasion aussi de décrypter qu'à ce moment-là, c'est le problème de l'accès numérique, mais également derrière le problème de la lecture ou de l'écriture. Et au niveau individuel, vous pouvez aussi repérer les personnes en difficulté lors des entretiens professionnels ou des entretiens annuels, ou bien lors d'échanges que vous avez avec vos managers et les représentants du personnel, ou bien encore quand un salarié vient vous voir à l'occasion d'un projet d'évolution professionnelle ou lors d'une difficulté rencontrée lors de son maintien en emploi. Donc, suite à cette piste de repérage, nous vous proposons aussi quelques moyens d'action. En tant qu'employeur, vous pouvez agir sur le plan collectif en intégrant les formations des compétences de base dans le cadre de votre plan de développement et des compétences, ou en proposant des formations de compétences de base lors des entretiens annuels de vos salariés. Vous pouvez également sensibiliser la ligne managériale, les instances représentatives du personnel, les salariés, et cela peut d'ailleurs rentrer dans le cadre de votre accord de la qualité de vie et des conditions de travail de votre entreprise. Vous pouvez également demander l'accompagnement de votre opérateur ou d'un centre de formation. D'ailleurs, nous sommes à Uniformation, un plateau de compétences, et vous aurez tout à l'heure l'intervention de Cécile Girard qui vous présentera quelques outils qu'il propose. Vous pouvez aussi avoir des moyens d'action sur le plan individuel en orientant ou en informant vos salariés selon vos propres moyens. Cela peut passer par une évaluation des besoins en formation. Cela peut passer aussi par l'aide à la création du compte personnel de formation. Pour nos entreprises adhérentes, vous pouvez aussi orienter vos salariés vers le service social de la CMS ou vous, employeurs, vous pouvez nous contacter pour qu'on puisse réfléchir ensemble aux dispositifs les plus adaptés. Et maintenant, nous allons passer au témoignage de Catherine Chapin. C'est un témoignage qui est retranscrit et on va faire un petit résumé. Catherine, est-ce que tu peux nous présenter brièvement la salariée que tu as accompagnée et le contexte dans lequel tu l'as rencontrée? Alors, j'ai rencontré une salariée qu'on va nommer Amina, qui m'a été orientée par un des médecins du travail avec qui je travaille, et il l'avait rencontrée lors d'une visite de pré-reprise pendant un arrêt de travail. Il a détecté lors de cette visite de pré-reprise que cette salariée n'allait pas forcément pouvoir continuer très longtemps dans son métier. Elle est employée de restauration collective dans une maison de retraite, et donc elle avait des difficultés de santé qui laissaient penser qu'il fallait envisager une reconversion professionnelle. Donc, il me l'a orientée pour aborder avec elle son avenir professionnel. Et peux-tu nous indiquer les démarches que tu as effectuées avec Amina? Donc, j'ai reçu Amina en entretien social. On a évoqué avec elle effectivement les difficultés qu'elle rencontrait dans son métier et l'objet de son arrêt de travail. Et elle m'a indiqué qu'effectivement, elle pensait que ça allait être compliqué pour elle de continuer à moyen terme d'exercer ce métier. Donc, elle était prête à faire une formation, mais elle a mis en avant ses difficultés de lire et d'écrire le français. Donc, nous avons évoqué la possibilité de faire une formation pour affermir ses compétences de base et pouvoir ensuite l'aider à aller vers une formation plus qualifiante. Donc, en fait, je l'ai accompagnée dans ses démarches auprès du FONGECIF, qui était à l'époque le FONGECIF, mais aujourd'hui qui est Transition Pro.
Je l'ai aidé à faire sa demande d'autorisation d'absence auprès de son employeur. Et elle a été acceptée au FONGECIF pour une formation donc, de 8 mois, 35 heures par semaine sur Paris, qu'elle a réalisée. Et peux-tu nous dire si cette expérience a été bénéfique pour elle? Oui, alors elle est revenue de cette formation très enthousiaste. Elle dit qu'à plusieurs niveaux, ça l'a beaucoup changé dans sa vie. D'un point de vue personnel, jusqu'à présent, c'est ses enfants qui rédigeaient ses SMS, qui rédigeaient ses chèques. Et là, elle était en capacité de le faire. Donc d'ailleurs, elle m'a confié qu'elle était très fière, enfin ses enfants étaient très fiers du parcours qu'elle avait fait. Et qu'elle avait acquis beaucoup de confiance en elle, d'estime d'elle. Et ses collègues, d'ailleurs, lui ont dit qu'elle avait beaucoup changé. Et elle les a encouragés à venir me voir pour faire la même chose. D'ailleurs, elle envisageait de faire une formation, par la suite, une formation qualifiante. Merci, Catherine. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Désolée pour ces désagréments. Maintenant, je passe la parole à Monsieur Moulette. Bonjour à tous et merci pour votre invitation. Je vais me présenter très rapidement. Donc, effectivement, je suis enseignant-chercheur à l'Université Lyon 2, membre par ailleurs du comité scientifique et d'évaluation de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, membre également de l'Association nationale des DRH, en particulier du Rhône et de l'Ain, et puis membre fondateur d'une chaire qui se préoccupe des problématiques de management et de santé au travail, en tout cas qui mène des travaux sur le lien, si possible, qu'on peut faire entre les modes, les méthodes, les pratiques de management et les problématiques de santé au travail. Donc, effectivement, je vais vous parler des transformations numériques et des risques que cela pose sur trois champs, 3 plans, le plan économique, social et psychosocial en milieu professionnel, puisque je m'intéresse à la problématique de l'illettrisme en milieu professionnel et dans les situations de travail. Vous rappelez dans un premier temps que la compétence numérique fait partie des compétences dites de base. Aujourd'hui, ne pas savoir se servir convenablement d'un outil informatique, de logiciel, de tablette, de smartphone, de plateforme, etc., ça fait partie dans un monde professionnel des compétences dites de base parce qu'il faut savoir lire et écrire pour pouvoir évidemment être opérationnel sur ce champ d'activité. Il faut savoir pour faire en sorte de pouvoir être opérationnel sur son poste. Et puis, il faut aussi, parce que les compétences numériques sont changeantes, sont mouvantes, il y a des mises à jour permanentes, comme sur chacun de nos smartphones qui nous demandent tous les 15 jours de mettre à jour le logiciel. Il faut savoir se former, il faut savoir être agile, il faut savoir évoluer, il faut savoir apprendre, il faut savoir, etc., etc. Donc voilà les problématiques que posent globalement les compétences numériques. Je vais rappeler rapidement que ces compétences numériques, elles sont étudiées au travers de quatre grandes activités. D'abord, une activité, je me mets un chronomètre pour pas trop dépasser le temps, une activité de recherche d'informations, donc votre capacité à pouvoir aller collecter de la donnée, pouvoir la traiter, pouvoir la transformer, pouvoir la digérer et potentiellement la mettre à disposition d'autres personnes par la suite. On est dans une logique de flux, de savoir-flux. En communication, évidemment, deuxième compétence, savoir utiliser les bons canaux, les bons réseaux, les bonnes sources pour pouvoir être efficace, efficient sur son poste de travail. La résolution de problèmes, c'est la troisième compétence qu'on étudie dans le cadre des compétences numériques. Est-ce que je suis capable d'apporter des réponses, d'apporter des solutions, d'être dans l'innovation, dans l'initiative et avec ces outils-là? Et puis, est-ce que je sais ou non utiliser des logiciels? Est-ce que je sais ou non utiliser tous les outils informatiques et toutes les plateformes que ma structure met à ma disposition pour travailler? Et vous voyez que selon l'INSEE, je suis en situation d'électronisme si, je n'ai pas utilisé Internet pendant les 12 derniers mois. Globalement, pendant les 3 derniers mois, c'est plutôt la formule qu'ils retiennent. Et puis, si je suis dans l'incapacité de pouvoir répondre « oui, je sais bien rechercher des informations, bien communiquer, bien résoudre des problèmes, bien user un logiciel », dans un cas sur 4, à ce moment-là, je serai considéré effectivement comme étant en situation d'électronisme. Et ensuite, plutôt sur des niveaux de maîtrise faible, maîtrise a priori normale, ou maîtrise plutôt forte par rapport à ce qu'on me demande. Le contexte organisationnel dans lequel alors je vais faire un tout petit détour par de la théorie, sans trop vous embêter, mais pour poser quand même un certain nombre de choses. Et vous indiquer que, évidemment, vous savez qu'on est dans un environnement où il y a des modifications très importantes des environnements de travail. Et ces environnements de travail, cette forte digitalisation, cette forte robotisation des choses,
elle entraîne différentes problématiques au sein des organisations. D'abord, une perte de sens pour un certain nombre de salariés qui ne s'y retrouvent pas par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de faire, par rapport à leur routine, par rapport à ce qu'ils ont appris, par rapport aux thématiques sur lesquelles ils ont été formés. Donc, on a un certain nombre de sociologues en particulier, de gestionnaires qui travaillent sur cette perte de sens au travail, qui est donc un premier niveau de risque par rapport à ce qui se passe en matière de transformation numérique. Une détérioration des conditions de travail aussi. On détériore pour certains salariés ce qu'ils avaient l'habitude de faire en termes de rythme, en termes d'espace de travail, en termes de capacité à être dans une logique d'abstraction par rapport à sa situation de travail. Donc, les choses changent et donc on casse un petit peu les routines organisationnelles qu'on avait pu mettre en place. On a des montées de situations de stress et de souffrance au travail. Ça, c'est très largement démontré par les travaux de Dubay, par exemple, en sociologie du travail. Hein. Beaucoup plus de stress qu'avant, beaucoup plus de souffrance au travail qu'avant. Et puis, un certain nombre d'entreprises qui fonctionnent dans une logique de lean management, de lean manufacturing, où finalement, on est de plus en plus dépendants les uns des autres, de plus en plus dépendants d'un groupe de travail. Et ça aussi, ça peut être assez perturbateur pour des salariés qui sont en difficulté sur les problématiques du numérisme ou de l'écriture du calcul ou du numérique. Un phénomène dit de précarité subjective de travail, c'est comme ça que le nomme ce phénomène Danielle Linhart, qui est également une sociologue qui travaille sur ces sujets depuis un certain nombre d'années. Vous voyez que ses travaux sur la précarité datent de 2012. Qu'est-ce qu'elle nous explique, Danielle Linhart? Elle nous explique que comme on est dans un climat d'instabilité un peu permanent, comme on est sur, encore une fois, des mouvements permanents dans ce contexte de digitalisation, robotisation des activités, eh bien, on a une forme d'impossibilité à se construire une sérénité au travail. Voilà, on est tout le temps en mouvement, tout le temps questionné, tout le temps interrogé sur sa capacité à pouvoir progresser, à pouvoir évoluer, à pouvoir se former continuellement. Et donc ça crée effectivement ce stress, cet épuisement et ces situations de retrait ou de rejet qu'on peut rencontrer sur un certain nombre de situations, en tout cas que les salariés ont tendance à vivre, que ce soit dans le privé, dans le public, hein, évidemment, dans l'associatif, dans n'importe quel domaine d'activité, évidemment, on est globalement tous confrontés à ce phénomène-là. Deuxième point sur cette précarité subjective du travail, on nous explique qu'il y a une exigence qui est de plus en plus forte. Effectivement, on voit aujourd'hui qu'il y a des barrières à l'entrée qui sont de plus en plus importantes dans les entreprises. Aujourd'hui, si je ne sais pas lire, écrire, compter, calculer et utiliser un ordinateur, je peux avoir du mal, évidemment, à trouver un emploi, même un emploi nécessitant peu de qualifications. Et puis, donc, barrière à l'entrée pour ceux qui ne sont pas encore dans l'emploi. Et Aline nous indiquait en introduction qu'on avait aujourd'hui que, entre guillemets, 55% des personnes en situation d'illettrisme qui sont dans l'emploi. Donc, ça veut dire que les autres sont plutôt en dehors de l'emploi, en inactivité ou au chômage. Donc, une première barrière pour accéder à l'emploi. Et puis, pour ceux qui sont dans cet emploi, pour les 55%, une remise en cause quasi permanente hein, de ses compétences et de ses capacités à faire face, avec quotidiennement un risque de plus être à la hauteur, de plus pouvoir tenir sa place, de plus pouvoir être efficace, efficient par rapport aux exigences de son employeur, et également le sentiment de plus pouvoir se fier à des routines, à tout ce que j'ai appris à mettre en place, à toutes les habitudes, à tous les réflexes que j'ai pu développer jusqu'à présent, qui pouvaient soit donner l'impression d'une quasi parfaite maîtrise de mon environnement de travail, j'y reviendrai, ou qui viennent chambouler, révolutionner finalement un petit peu tout ce que j'avais appris à faire jusqu'à présent. Donc un sentiment de précarité, vraiment, précarité subjective, hein, un inconfort au quotidien, et on retrouve ces éléments très souvent dans les problématiques que relevaient Catherine et Anan précédemment sur les risques liés à la santé au travail. Hein. Beaucoup de stress, beaucoup d'inconfort, beaucoup de mal-être par rapport à toutes ces situations. Et pour nous tous, mais qui plus est pour les salariés qui sont en difficulté sur la maîtrise de ces compétences de base, une surcharge mentale très importante avec un effort permanent pour s'adapter, pour contourner, pour dissimuler, pour éviter, pour etc. Toutes ces stratégies qui sont mises en place pour, encore une fois, donner l'illusion qu'on maîtrise à peu près notre poste et notre environnement de travail. Quelques chiffres sur lesquels je ne vais pas m'étendre parce que ça a été très bien présenté précédemment. Voilà, vous lirez les slides aussi bien que moi. Donc, je vais gagner un tout petit peu de temps sur cette problématique-là de l'illettrisme. Vous rappelez simplement que selon les chiffres de l'INSEE en 2022-2023, on avait 16% de la population française qui était en difficulté par rapport au numérique. Les situations sont assez disparates en fonction des territoires, en fonction de l'âge, en fonction d'un certain nombre de critères, mais quand même, on a 30% des personnes qui sont peu ou pas compétentes dans l'utilisation d'un ordinateur,
20% qui ne sauraient pas utiliser Internet et 38% qui manqueraient d'au moins une des 5 compétences de base telles que celles que je vous ai exprimées tout à l'heure. Il y en a une autre que je ne vous ai pas montrée sur les questions de sécurité. Aujourd'hui, évidemment, la sécurité des données est aussi une compétence très importante. On entend beaucoup parler de RGPD, de sécurité de l'information. Voilà, c'est la 5e compétence qui ne fait pas partie de l'étude de l'électronisme, mais qui rentre en compte dans cette étude-là. Pour information, ce chiffre est un peu moins important en Île-de-France. Voilà, on est à 12% en Île-de-France sur cette population, mais dans certains territoires, j'étais en Bourgogne là, en fin de semaine dernière, dans un territoire où on a 25 à 26%, vous voyez, de situation d'électronisme. Donc, une personne sur 4, finalement, qui peut être en difficulté en fonction de certaines zones géographiques, ce qui pose évidemment question par rapport à l'accès à l'emploi et par rapport à leur capacité à répondre à ces exigences. Alors, quelques signaux faibles. On appelle ça des signaux faibles parce que, évidemment, vous savez que quelqu'un qui est en situation d'illettrisme, c'est quelqu'un qui fait preuve d'une intelligence situationnelle très, très, très importante, qui a développé d'énormes compétences en situation, donc très bonne maîtrise de son environnement de travail, très bonne maîtrise de toutes les sollicitations potentielles, très bonne maîtrise, évidemment, d'un certain nombre de connaissances, compétences, de savoir-faire. Et donc, pour aborder la question de l'illettrisme, de l'électronisme, on passe plutôt par des signaux faibles, des micro-signaux qui pourrait nous laisser penser qu'on pourrait être face à quelqu'un qui est en difficulté sur ses compétences de base, et donc, évidemment, avec un certain nombre de risques qui sont détectés par rapport à ces éléments. Alors, les signaux faibles, je vais toutes les afficher, ce sera fait, on n'aura plus de soucis de clavier, de souris. Je vais vous les commenter. L'oubli. Alors, évidemment, quand je suis en situation d'illettrisme, d'électronisme, je peux avoir des difficultés. On parle souvent de cumul de problèmes, de cumul de handicap. Ça peut être un handicap aujourd'hui que de ne pas maîtriser ses compétences de base. Et donc, on peut oublier de faire des choses, oublier de remplir un certain nombre de papiers, de documents, de tableaux, de faire mon reporting, etc., etc. Je peux oublier parce que j'ai ces difficultés à me situer. Des glissements de fonction, c'est un autre signal qui est relativement important quand on étudie ces problématiques d'illettrisme et de manque de compétences numériques, avec l'idée que dans une entreprise, on arrive à institutionnaliser le fait que, très souvent, ce n'est pas la personne à qui on avait demandé qui fait, c'est pas la personne pour qui c'est inscrit dans sa fiche de poste. On a eu un glissement et c'est son collègue qui fait à sa place, c'est son manager qui fait à sa place, c'est parfois son dirigeant qui fait à sa place. Et on ne se pose plus vraiment toujours les questions de savoir pourquoi c'est moi qui fais cela et pas l'autre. Parce que on a parfois des personnes qui sont suffisamment intelligentes pour nous avoir montré qu'elles ne pouvaient pas faire, qu'elles ne savaient pas faire. Et donc, petit à petit, je remplis à la place de quelqu'un d'autre, je signe à la place de quelqu'un d'autre, je fais en sorte que le travail soit fait malgré tout, même si ce n'est plus moi qui le prend en charge. Voilà, donc on a ce premier élément de glissement de fonction avec une prise en charge par des collègues, finalement. Et puis, dans ces glissements de fonction, on a aussi une très forte habileté pour solliciter d'autres personnes. Alors là, j'ai mis entre parenthèses la médecine du travail, des personnes de l'accueil de sa famille. Voilà. Il peut m'arriver de rapporter du travail à la maison, de faire retranscrire ce qui s'est passé dans ma journée à mon fils, à ma fille, peu importe. Je ramène le lendemain ce texte écrit, je remplis les documents que je dois remplir, et du coup, ma difficulté passe un peu inaperçue. Voilà, ça peut être l'exemple. J'ai rencontré cet exemple-là typiquement dans l'hôtellerie de la restauration, voilà, où une femme de chambre devait relever les anomalies dans une chambre. J'ai une ampoule cassée, j'ai une tache sur la moquette, etc. J'enregistrais mon message sur mon smartphone. Mon fils traduisait cela le soir quand je rentrais à la maison, et le lendemain, je pouvais remplir ma fiche avec le document que m'avait écrit mon fils. Je n'avais plus qu'à recopier les éléments. Voilà, donc des glissements de fonction qui peuvent aussi impliquer la famille, du coup. Ce qui explique que parfois, c'est aussi important, on le verra à la fin, c'est aussi important de pouvoir mêler les besoins personnels avec les besoins professionnels pour que la dynamique d'apprentissage soit plus favorable. L'évitement, c'est une stratégie qui est très, très souvent développée, évidemment. Hein. J'évite d'être sollicité, j'évite de rencontrer des personnes qui pourraient me poser des questions auxquelles je ne pourrais pas répondre, j'évite de me trouver présent quand il y a des nouveautés que je n'ai pas pu anticiper, quand
on annonce dans mon entreprise qu'il y a un audit qui va avoir lieu et que donc des personnes vont venir sur mon poste de travail potentiellement pour me poser des questions, j'évite d'être là. Alors, j'évite d'être là, ça veut dire j'esquive et je vais en salle de pause ou je vais me promener. Parfois, ça peut être, du coup, je m'absente et je ne suis pas là le jour où on annonce des audits au sein de l'organisation. Ça peut être l'annonce d'un stagiaire, ça peut être l'annonce d'une personne externe qui va débarquer, encore une fois, hein, au sein de mon environnement, tel que j'ai appris à le maîtriser jusqu'à présent, et qui va, encore une fois, révolutionner toutes ces habitudes et tous ces réflexes que j'ai acquis. Donc, je préfère éviter cette sollicitation et éviter d'être confronté à des difficultés. Le mal-être, je ne vais pas m'étendre sur la question, vous avez compris, il y a ces situations de stress, de peur. Si vous avez déjà rencontré des salariés, en tout cas moi c'est mon cas, plutôt des salariés en situation d'illettrisme, ce sont des personnes qui globalement peuvent venir tous les matins, la boule au ventre au travail, en se disant est-ce qu'aujourd'hui je vais être détecté, je vais être stigmatisé, je vais être moqué, je vais être etc. etc. Donc un vrai mal-être quotidien au sein de l'organisation évidemment. Le retrait, c'est quelque chose qu'on retient aussi souvent. Quelqu'un qui évidemment aura du mal à prendre des initiatives, qui aura du mal à se mettre en avant, qui aura du mal à s'immiscer dans des projets, qui prend rarement la parole, voilà, etc., et qui s'absente. Hein, évidemment, dans le retrait, on a aussi le phénomène d'absentéisme, plutôt que de se mettre en difficulté, plutôt que d'avoir à affronter des situations qui deviendraient trop compliquées. Je contourne. Évidemment, ce contournement, c'est une stratégie aussi qu'on retrouve assez souvent. Comme je ne sais pas faire avec le niveau d'exigence de l'entreprise, je vais, encore une fois, être suffisamment intelligent pour développer d'autres stratégies et faire en sorte de faire malgré tout, avec mes propres règles, avec mes propres outils, avec mes propres habitudes. Alors, on retrouve, hein, je fonctionne par couleur, je fonctionne avec des dessins, je fonctionne avec mes propres notes, je fonctionne avec mes propres logigrammes parfois. Mais on est effectivement, encore une fois, suffisamment intelligent pour contourner la difficulté. Et puis, dernier point qui me paraît particulièrement important par rapport à la problématique de la compétence numérique, la faible capacité à évoluer, la faible capacité à être dans une démarche d'apprentissage, d'entrepreneuriat, voilà. Difficulté à changer de poste, difficulté à changer d'outils, difficulté à changer d'espace de travail, à changer de chef parfois, hein, tout simplement. Encore une fois, parce que ça vient perturber tout ce que j'ai appris à maîtriser jusqu'à présent. Et si vous demandez à un salarié en situation d'illettrisme ou d'électronisme simplement de changer d'horaire de travail de 30 minutes le matin, de venir à 8h30 au lieu de venir à 8h, c'est une révolution pour lui, parce qu'il faut qu'il réapprenne à maîtriser toutes les sollicitations potentielles qu'il aura à cette heure-ci, alors que depuis 20 ans, il a appris à maîtriser cet environnement qu'il faisait commencer à 8h. Voilà, donc un certain nombre parfois de comportements qui peuvent être un peu violents, qu'on ne comprend pas, avec des gens qui peuvent réagir très mal à un micro-changement que vous pourriez leur proposer, parce que ça affecte toutes ces habitudes et toutes ces routines qu'ils ont pu mettre en place depuis un certain nombre d'années. Donc, ce que l'on sait par rapport à ces questions d'illettrisme, c'est que sur le plan individuel, être en situation d'illettrisme, d'électronisme, ça a un très fort impact sur son bien-être, comme ça a été présenté précédemment. Sur ses capacités à répondre aux exigences par rapport à l'emploi, par rapport au numérique, évidemment, et sur ses capacités aussi à se maintenir dans l'emploi et qui plus est à accéder dans l'emploi quand on est malheureusement en inactivité ou au chômage. Sur le plan collectif, et c'est aussi très important d'avoir cette logique collective, évidemment, parce que la remédiation doit aussi se faire par rapport à ce que ça peut avoir comme impact collectivement. Sur la performance économique, je vous montrerai un chiffre tout à l'heure, on sait que ça a un impact assez important sur la performance économique. Sur la performance sociale, évidemment, et la qualité de vie au travail de ses salariés. Sur la sécurité et la porte d'entrée sécurité, la porte d'entrée qualité, ça peut être des portes d'entrée très intéressantes pour un employeur que de se dire que quelqu'un qui n'arrive pas à maîtriser les normes, les règles, les règlements, les process, les procédures, il se met en danger lui-même, il met en danger potentiellement les autres. Donc, il peut y avoir urgence parfois à traiter de ces thématiques problématiques à cause de cette logique sécuritaire. Et puis, sur l'agilité organisationnelle, donc la capacité à pouvoir progresser, évoluer, à changer. Voilà. J'ai suivi une entreprise qui souhaitait mettre en place le management visuel. Vous voyez, management visuel, une révolution complète pour des salariés qui avaient jusqu'à présent appris à fonctionner avec leurs yeux, avec leurs mains, avec leur toucher, avec tout cela. Bon, là, on révolutionnait complètement la façon de se coordonner, de se concerter avec leurs collègues. Et du coup, il y avait un vrai retrait, un vrai rejet de cette volonté de progresser et d'aller plus en avant sur cette méthodologie de travail-là.
Donc, on sait qu'être en situation d'illettrisme et d'illectronisme, ça coûte globalement, si on ne fait rien, et plus le temps passe et plus ça coûte cher, évidemment, entre 2 et 6% de la masse salariale de l'entreprise ou de l'organisation. Voilà, donc, on a quelque part une forme de déperdition d'énergie. Je vais vous montrer juste après en quoi est-ce que ça occasionne ces déperditions, mais vous voyez, avec des chiffres qui sont ma foi, relativement importants, hein, quand on sait qu'on doit à minima consacrer 1% de sa masse salariale à la formation, pour des salariés. Alors, il y a des entreprises qui font beaucoup plus, hein, mais on a des impacts qui se mesurent à 2 ou 4, 3, 4, 5, 6 fois plus que ce budget qu'on consacre annuellement à former nos salariés. Alors, les risques concrets sur la performance, là aussi, je vais tout vous afficher tout de suite. Des pertes de temps. On perd du temps. Voilà, tout le monde perd du temps. Moi, en tant que salarié en manque de compétences de base, je perds du temps, évidemment. Je fais perdre du temps à mes collègues. Je fais perdre du temps à un certain nombre de personnes autour de moi que je vais solliciter pour prendre en charge. Des pertes de sous-productivité. Je vais être moins efficace. Je vais être en incapacité de pouvoir répondre aux exigences strictes de ce qui m'est demandé, évidemment. Des défauts de qualité, des erreurs. Voilà, je ne peux pas respecter des normes, je ne peux pas respecter des consignes, des procédures, des poids, des mesures. Dans un certain nombre, bon, je vais vous donner un exemple d'une entreprise dans laquelle j'ai rencontré des salariés en situation d'illettrisme qui travaillaient dans une usine de transformation de poissons et qui était en bout de ligne sur la pesée des produits qui devaient partir. Ben, quand l'entreprise vend un paquet de 150 grammes de saumon sous vide, et si à l'intérieur de ce paquet, il y a 155, 160, 170, 180 grammes, parce qu'il y a une incapacité à pouvoir peser les choses correctement, évidemment, ça coûte beaucoup d'argent à l'entreprise, ça fait des défauts de qualité. Alors, pour le client qui reçoit tout ça, en recevoir plus, ce n'est pas dramatique. Pour l'entreprise, c'est dramatique. Mais ce paquet de 150 grammes qui pouvait être aussi à 110 grammes, à 120 grammes. Donc là, évidemment, pour les clients, il y avait une vraie difficulté et une vraie problématique à gérer. Des risques pour la sécurité, j'en ai déjà parlé, des faibles capacités à évoluer, des heures supplémentaires des collègues qui prennent en charge potentiellement hein, le travail de leurs collègues, heures supplémentaires aussi de ces personnes-là qui parfois restent un peu plus tard au sein de leur organisation pour gérer des choses qu'ils n'arrivent pas à gérer normalement et plutôt que de se mettre en difficulté au milieu de leurs collègues, ils restent un peu plus tard pour pouvoir gérer correctement ces opérations-là. Peut-être que c'est un moment où ils appellent leur famille justement hein, pour remplir des choses plus tranquillement quand tout le monde est parti. Détérioration du climat social parfois. Il peut y avoir une forme de tension dans l'organisation parce qu'on a l'impression d'être en sous-effectif permanent parce qu'on compense tous les difficultés d'un, deux, trois, quatre de nos collègues. Et donc, ça peut créer des tensions ou une incompréhension du pourquoi cette personne-là ne prend pas en charge telle ou telle opération. Quelques indicateurs qui peuvent être en deçà des attentes, absentéisme, maladie, accident du travail, des certifications et des labels qui peuvent être menacés, évidemment, quand vous avez un auditeur qui vient au sein de l'organisation et quand quelqu'un n'est pas en capacité de répondre favorablement à ses demandes, ça peut poser question sur ce que fait l'entreprise par rapport à ses salariés. Et puis, dernier point, qui peut être important dans certains secteurs d'activité, une image, une réputation qui peut être aussi détériorée. Voilà. Qu'est-ce que ça envoie comme image pour l'extérieur, pour des clients, pour des usagers, que d'avoir des salariés qui sont en difficulté sur ces problématiques-là, qui ne savent pas répondre, qui ne savent pas indiquer un certain nombre d'éléments qui leur sont demandés, etc. Donc on peut avoir des blogs, des chats, des comptes Facebook où on répercute qu'effectivement, on a été reçu par quelqu'un qui semblait ne pas savoir bien lire et écrire, on a été reçu par quelqu'un qui semblait pas très compétent, etc., etc. Donc, évidemment, ça peut avoir une incidence relativement importante en fonction de son secteur d'activité. Les risques concrets sur la santé au travail, le stress. Alors, peut-être que je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que ça a été bien exposé par Catherine et Anan précédemment, le stress, l'anxiété, la dépression, abandon de poste parfois, le rejet, l'auto-exclusion quand je ne participe pas à certains projets parce que je ne me sens pas capable, la surcharge mentale. Évidemment, ce sont des problématiques qui sont très importantes à prendre en compte, au-delà des 2 à 6% de masse salariale économiquement parlant, hein, de savoir qu'on a des gens qui sont constamment stressés, qui vivent constamment dans l'anxiété. Évidemment, ça pose question, peut-être pour les grandes structures sur des problématiques de RSE, de responsabilité sociale de la structure, que de faire en sorte qu'on ait des salariés qui soient en bonne santé, qui soient bien traités au sein de l'organisation. Mais globalement, toute organisation, toute entreprise devrait être amenée à se poser ces questions-là par rapport à ce que ça implique en termes de santé et de mal-être potentiel. Pour vous aider dans votre réflexion, pour aller un peu plus loin, donc on vous l'a dit, un outil qui s'appelle Evagile,
qui permet d'évaluer assez rapidement. Alors, on a, vous le voyez sur l'écran, on vous affiche une durée moyenne de 5 minutes, qui était plutôt un message marketing pour faire en sorte qu'on vous indique que ça ne prenne pas trop de temps. Force est de constater que ça dure entre 7 et 8 minutes, donc on n'était pas très très loin non plus, mais on n'est pas sur les 5 minutes, hein, on va être honnête. 7 à 8 minutes pour que vous puissiez faire le point sur votre situation. Globalement, l'outil vous permet de savoir si, oui ou non, au sein de votre organisation, vous pourriez être confronté à des problématiques d'illettrisme. Donc, est-ce que vous avez, compte tenu de vos pratiques RH, compte tenu de vos pratiques de recrutement, compte tenu d'un certain nombre de variables, des personnes qui risquent d'être en situation d'illettrisme que vous n'auriez pas détecté? Globalement, c'est cela. On vous indique un niveau de risque d'avoir au sein de votre organisation des personnes en situation d'illettrisme, d'électronisme. Alors, ça peut être aussi des organisations dans lesquelles vous avez potentiellement que des cadres, que des bac plus 4, bac plus 5, que des ingénieurs, etc. Mais sans oublier qu'autour de ce cœur de métier-là, évoluent évidemment des personnes qui lèvent une barrière le matin, des personnes qui sont chargées de l'hygiène, de la sécurité, des personnes qui sont chargées de l'entretien des espaces verts, des personnes qui sont chargées de vous alimenter à la cantine, etc., etc. Donc, des métiers dans lesquels potentiellement, malgré ce cœur de métier fait d'ingénieur, on peut trouver des personnes qui pourraient être en situation d'illettrisme et d'électronisme. Eva-Gilles vous amène à ce résultat-là. Donc, on vous propose, à partir d'un certain nombre de questions auxquelles on vous invite à répondre, sur des exemples concrets de signaux faibles. Donc, on vous demande de cocher est-ce que oui ou non je suis confronté à ceci, cela. 21 questions. On vous amène à un radar qui vous indique quel est le niveau de coût potentiellement que vous subissez à cause de ces problématiques d'illettrisme et d'électronisme. Quel est par ailleurs le niveau d'énergie déployé par vos salariés pour contourner et pour éviter les difficultés? Voilà. Qu'est-ce que ça implique en termes de temps mobilisé pour cacher, pour dissimuler, pour donner l'illusion que, etc. Donc, vous avez ces trois axes-là qui sont analysés. Donc, vous arrivez à ce radar final. Et puis, évidemment, faut pas vous laisser là, hein, parce que sinon, ce n'est pas très, très utile. Ensuite, on vous donne la possibilité d'abord de vous informer avec un certain nombre d'outils, un certain nombre de vidéos, un certain nombre de conseils qui vous sont donnés, en particulier par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, mais pas que. Et puis, on vous permet d'être mis en contact avec votre OPCO, avec un référent OPCO, soit national, soit local, soit régional, qui a été évidemment formé à ces problématiques-là et avec lesquelles vous pouvez rentrer en contact pour aller plus loin, pour être pris en charge, pour agir, pour faire en sorte de diminuer l'impact de ces situations d'illettrisme, d'électronisme au sein de l'organisation. Il y a 3 invariants globalement, juste avant de terminer, dans les actions qui réussissent sur ces problématiques et thématiques d'illettrisme et d'électronisme. D'abord, bien faire le lien avec le quotidien. C'est très important de faire en sorte que le salarié, l'apprenant, reprenne confiance en lui, reprenne confiance dans ses capacités à apprendre, à avancer. Et là, il n'y a rien de mieux que de faire le lien avec le quotidien pour que ce salarié puisse voir les effets visibles, positifs pour son emploi, pour sa vie personnelle, pour le suivi de la scolarité de ses enfants, pour répondre à ses mails, pour pouvoir aller lui aussi sur WhatsApp et sur Snapchat et que sais-je encore, peu importe. Ça dépend des âges peut-être. Voilà, donc redonner confiance par rapport à sa capacité à apprendre et à développer des compétences professionnelles sur ce sujet-là. Deuxième point, partir plutôt sur des formations courtes et fonctionner avec la pédagogie des petits pas et des petites victoires. Voilà, ce sont des personnes qui ont eu une situation d'échec par rapport à leur vie scolaire potentiellement, qui ont une vie personnelle qui a peut-être été émaillée d'un certain nombre de difficultés à cet âge-là aussi. Donc, c'est leur rappeler aussi ces situations-là, qui ont peu ou pas de diplôme. Donc, il faut éviter de se lancer dans des projets à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, évidemment, et il faut utiliser ces pédagogies à petits pas pour favoriser l'acceptation du dispositif et encore une fois, redonner confiance. Je pourrais mettre le mot confiance sur chaque intitulé. C'est un élément qui est très, très, très important pour faire en sorte qu'on puisse avoir une sorte de fidélité au dispositif et qu'il n'y ait pas d'abandon et qu'on puisse voir assez rapidement que ça fonctionne. Voilà, capacité à se remettre dans une dynamique d'apprentissage, c'est très, très, très important. Bien s'informer, c'est important. Et je crois que j'en ai fait un slide à part pour vous indiquer qu'il y avait plein d'experts sur votre territoire qu'il fallait absolument mobiliser parce que la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme, c'est très complexe. Il ne faut pas faire d'erreur.
Et il n'y a rien de pire que de maltraiter quelqu'un qui aura pris la peine, qui aura eu le courage d'indiquer qu'il est effectivement en situation d'illettrisme, d'électronisme, et en lui proposant des solutions qui ne sont pas forcément toujours très adaptées. Voilà. Et non, bah ce slide a disparu, mais ce n'est pas grave. Donc, pensez à vos chargés de mission régionaux comme Audrey, qui prendra la parole juste après. Pensez à vos OPCO, pensez aux directions régionales de l'emploi, aux centres de ressources, aux missions locales, à toutes les associations qui font un travail exceptionnel sur ces thématiques-là. Je vous remercie. Merci Pascal. C'est la mienne qui... On va prendre la suite. On va donner la parole aux acteurs de l'entreprise qui ont décidé de s'engager. Et du coup, je me retourne vers vous, Emmanuel, groupe, donc plutôt Compass Group France. Si vous pouvez nous présenter un petit peu le groupe et nous dire pourquoi vous avez souhaité vous engager dans la lutte contre l'illettrisme au sein de votre groupe. Merci Lamia. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Emmanuelle Bouy, directrice formation pour Compass Group France. Et effectivement, à ce titre, dans mes fonctions, j'ai eu le projet de déclencher un plan de lutte contre l'illettrisme en interne. Et c'est pourquoi, il y a maintenant 1 an, j'ai contacté les services de la NLC pour être accompagnée en interne sur ce déploiement. D'accord. Et quels étaient pour vous les enjeux? Alors, notre enjeu principal, donc Compass Group France, en quelques mots, c'est un acteur de la restauration collective en France. On a 14 000 collaborateurs répartis sur plus de 2000 établissements en France, avec des fonctions qui sont très variées. Et on a identifié au fur et à mesure, effectivement, des personnes qui étaient en difficulté. Je reprends les termes tout à l'heure de Pascal sur les stratégies qui sont établies. Donc, on a pu en identifier beaucoup. Donc, notre enjeu à nous, c'était de se dire comment est-ce qu'on s'engage pour les accompagner, comment est-ce qu'on s'engage pour leur proposer quelque chose et les aider finalement à reprendre confiance et avancer au sein de notre organisation. D'accord, donc ce sont des salariés qui ont développé des stratégies que vous avez réussi quand même un petit peu à repérer, donc malgré les évitements, les contournements. Et donc, vous avez identifié la problématique et vous avez décidé d'agir. Quelles étaient vraiment les actions concrètes depuis 1 an, donc je pense que le projet a bien mûri, bien avancé. Absolument. Mais concrètement, comment vous avez fait? Quelles étaient les actions concrètes? Alors, on va dire que le déclencheur, ça a été un échange avec nos partenaires sociaux, puisque du coup, dans le cadre de mes fonctions, j'anime aussi toutes les parties commission de formation en interne de l'entreprise, et il y avait eu une situation pour une collaboratrice que nous souhaitions accompagner, du moins qui était très soutenue par nos partenaires sociaux, et c'est leur rôle. Et donc, ce niveau d'alerte nous a forcé, nous, entreprises, à aller sur Evagile. Et aller se tester, et effectivement. Donc, on a pris ce temps. Alors, effectivement, la saisie est rapide, et la préparation des données un petit peu plus longue, puisqu'avec 14 000 collaborateurs, ça complexifie un petit peu. Donc, oui, on a pris ce temps. Et après, au choix, soit on détourne le regard et on fait comme si on n'avait rien vu, soit on s'engage et on se relève les manches et on avance. Et donc, j'ai commencé d'abord par un dialogue social. Donc, on a commencé les discussions avec nos partenaires sociaux. On a profité d'une renégociation de notre GEPP pour engager ces discussions-là, pour voir aussi ce qu'ils attendaient et ce qu'ils avaient eu comme remontée du terrain, finalement. Derrière, on a contacté la NLCI. On a pu bénéficier d'un accompagnement avec... d'abord des ateliers où on a pu verbaliser, comprendre le vocabulaire. On a pu poser aussi 1 million de questions. Je pense qu'on était tous très en attente. On a fait des ateliers qui étaient avec toutes les parties prenantes, que ce soit les personnes concernées qui avaient accepté de venir participer, même si leur maîtrise de la langue était limitée, elles étaient présentes. On avait donc nos partenaires sociaux, on avait des personnes de l'encadrement, des personnes des ressources humaines, de nos services RSE, notre service communication et bien sûr de la formation, qui ont été du coup présents, partie prenante. Donc la partie des ateliers a pris plus ou moins 2-3 mois, je dirais. Et tout ça, ça a été fait en parallèle des négociations que je menais avec les partenaires sociaux. Et ensuite, on a fait la coopérative des solutions.
où là, on a commencé à construire un petit peu plus sérieusement les choses. On a repris tout ce qu'on avait, tout ce qu'on s'était dit finalement. Et puis, on les a un petit peu confrontés. On a vu ce que l'entreprise attendait, ce que les salariés attendaient, à titre personnel et professionnel. Et ça nous a permis d'écrire finalement l'histoire que serait le plan de lutte en interne de Compass et un embryon de cahier des charges pouvoir derrière engager les discussions avec des organismes de formation spécialisés en la matière qui maintenant vont nous accompagner puisqu'on démarre notre première promotion le 4 octobre. Voilà. Génial. Donc, on souhaite vraiment beaucoup de succès à ce projet pilote. Absolument. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés, des obstacles vraiment tout au long? Parce que c'est une année et c'est vrai que pour pouvoir aborder ce sujet, il faut prendre le temps. Donc, le temps, c'est très important. Mais en dehors du temps, est-ce que vous avez rencontré des obstacles qui ont un petit peu ralenti ou peut-être amené certains à une mauvaise compréhension Alors, des obstacles à proprement dit, je ne pense pas. En tout cas, ce n'étaient pas des obstacles insurmontables. Il y a eu effectivement quelques élans réfractaires, mais assez peu, puisque c'est quand même un sujet pour lequel on est quand même tous sensibles. Donc, après, c'était surtout dans la limite du temps homme que ça allait déclencher sur le projet en lui-même et pour libérer les collaborateurs, puisque ça va être des formations qui vont être réalisées sur le temps de travail. C'est l'engagement de Compass que nous avons souhaité prendre. Donc forcément, derrière, ça va être un investissement de la part de la société pour ces temps-là. Donc voilà, je pense que ce serait la seule vraie limite. Ensuite, ce sont des discussions qui ont été engagées avec les organismes de formation qui ont peut-être pris un petit peu de temps, mais c'est normal. Il fallait qu'on puisse aussi se comprendre la pédagogie qui était adoptée, comprendre les difficultés que rencontraient nos collaborateurs. On a du vocabulaire qui est un peu particulier en restauration. Donc, il fallait qu'on s'assure aussi que l'organisme soit en capacité. Donc voilà, c'était finalement des détails pratico-pratiques, mais qui étaient nécessaires pour qu'on puisse démarrer le pilote correctement. Parfait. Donc, moi, je peux en témoigner, puisque avec Audrey, on a participé à des ateliers sur la coopérative et effectivement, on estime que c'est vraiment un travail vraiment réussi parce que toutes les forces vives du groupe étaient là et la parole des personnes concernées, surtout ça, donc qui étaient prises en compte et qui vraiment étaient aussi, ces personnes étaient force de proposition sur la question du contenu, mais sur aussi l'organisation, le rythme. Et c'est vraiment quelque chose de très, je pense que c'était très bénéfique pour tout le monde, pour la direction, mais également les représentants et forcément les salariés. Si vous avez des conseils à donner à d'autres entreprises qui doutent, qui pensent que c'est un sujet important, mais ce n'est pas encore leur responsabilité, ou peut-être qu'ils pensent que ça n'a aucune relation avec la santé au travail, ou bien avec la sécurité, ou voire même le bien-être du salarié lui-même. Oui, alors en termes de conseils, moi je dirais que s'informer, c'est gratuit. Non, mais c'est vrai, des questions qu'on se posait au début. Combien va nous coûter ce projet? On est une entreprise, donc forcément, c'est des questionnements qu'on a immédiatement. Et là, j'ai envie de vous dire, en un an, on n'a pas dépensé finalement, puisque tous les accompagnements dont on a bénéficié grâce à vous étaient parfaitement gratuits, de qualité. Donc, si c'est un frein financier, en tout cas, levez-le, puisque pour le moment, c'est engagé. Après, si c'est un frein qui est plus d'ordre organisationnel, pareil, vous avez beaucoup d'organismes qui peuvent vous accompagner. Donc, idem, ce n'est pas forcément un frein. Il faut penser aussi avec du soutien externe qui est présent. Quand je vois le travail que vous avez abattu, en tout cas pour compiler toutes les informations, c'était un temps important. Et enfin, je pense que on ne s'engage pas sur le sujet pour faire bien. L'idée, c'est vraiment de s'engager et d'enclencher quelque chose. Je ne dis pas qu'on arrive avec une baguette magique et qu'on va solutionner toutes les situations de nos collaborateurs. On n'en a pas la prétention. Mais on ne peut pas moralement détourner le regard de cette situation et se dire que même si potentiellement on va accompagner que 10 personnes par an, j'en sais rien.
peut-être plus, je l'espère, mais au moins c'est 10 personnes qu'on aura accompagnées et à qui on aura redonné confiance, des personnes qu'on aura fidélisées, des personnes qui on va proposer une nouvelle trajectoire de carrière. Et aujourd'hui, dans nos métiers qui sont en tension sur la partie du recrutement, en fait, prendre soin de nos collaborateurs, c'est quelque chose qui est fondamental. Merci beaucoup, hein. Franchement, là, la conclusion, elle est parfaite. C'est notre responsabilité à tous. C'est une responsabilité sociétale et ça va dans le sens d'une, entre guillemets, société inclusive. Et on voit que le groupe, donc Compass Group France, est un groupe assez inclusif et qui pense à l'engagement de demain, donc pour une société entre guillemets, plus inclusive. Merci beaucoup. Et on se retourne vers une structure d'insertion par l'activité économique. Et du coup, donc, c'est Emmaüs Défi. Oui. Donc, bonjour, madame Isabelle Daouron, j'espère que je ne me trompe pas. C'est bon, parfait. Vous gérez un chantier d'insertion où la valorisation d'objets de seconde main sert à lutter contre la grande exclusion. Oui. Mais une manière aussi, on est sur la lutte contre les exclusions. L'illettrisme, pour vous, est-ce que ça peut être considéré comme une source d'exclusion? Oui, tout à fait. Alors, on est un chantier d'insertion avec un public, environ 200 salariés en insertion qui souffrent tous, pour la plupart, d'illettrisme, d'électronisme, d'analphabétisme. Donc, c'est un sujet permanent de soulever et de réduire ce frein parce que ça a une implication très importante dans la vie des personnes, pour leur autonomie, dans leur vie personnelle. Et comme notre mission en tant que chantier d'insertion professionnelle, c'est de les amener vers l'emploi, et bien en termes d'insertion professionnelle. C'est très difficile de travailler sans maîtriser, je rejoins ces compétences de base, avec en plus maintenant la maîtrise de l'outil informatique. Et ça a un impact très, très important sur l'état de santé mentale des personnes qui ont toujours l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, d'être un petit peu en décalage de l'ensemble de la société. Donc, il y a une incidence sur la santé mentale, vu comme vous l'avez dit, là, donc vous l'avez bien dit, votre mission, c'est l'insertion. On est sur vraiment l'accompagnement vers l'insertion. Donc, le travail sur le projet professionnel, c'est quelque chose de très important pour une insertion durable aussi de la personne. Comment ça se passe correctement? Concrètement, comment ça se passe? Est-ce que vous accompagnez la personne en situation? Comment vous accompagnez toute personne en situation d'illettrisme qui vient chez vous dans vos chantiers et qui peut-être au départ n'a pas dévoilé ses difficultés, hein, donc, comment vous faites pour pouvoir les repérer, ces difficultés-là, et surtout lui donner envie, d'être actrice, on va dire, de son projet et du coup, de ne pas subir et d'avancer dans son insertion? Alors, l'accompagnement des personnes se fait à travers des entretiens, des ateliers où on fait parler la personne, travaille le lien, la confiance, pour qu'elle puisse petit à petit nous informer de sa situation. Après, on travaille aussi avec des partenaires extérieurs, grâce à l'OPCO d'ailleurs, avec différents partenaires pour évaluer le niveau de français, les niveaux d'acquisition des langues, si les personnes ont été scolarisées ou pas. Je dirais que c'est une question de temps aussi, et de confiance et d'observation avec les équipes opérationnelles qui vont observer les personnes en situation de travail, parce que peut-être pas, on est une structure de travail, donc les personnes travaillent 26 heures au sein des chantiers. Et après, l'idée, c'est d'utiliser un système de petits pas. Et de réfléchir, de proposer à la personne de réfléchir à quelles seraient les solutions qui lui permettraient d'améliorer sa situation.
Mhm. Donc, pour une action réussie, hein, comme l'a présenté tout à l'heure Pascal, c'est très important de prendre le temps, hein, donc ça c'est clair, et surtout d'être sur une logique de processus ou peut-être de parcours, c'est-à-dire étape par étape pour pouvoir développer les compétences. C'est bien le cas. D'accord. Et au niveau de ce que vous mettez en place, donc vous avez parlé d'accompagnement, de bienveillance, de confiance, de mettre en confiance pour que la personne soit actrice du coup du travail sur son projet, mais au sein des chantiers, donc de l'activité travail et en même temps, c'est-à-dire avec l'encadrant technique et en même temps avec le conseil en insertion, l'accompagnement se fait comment? Qu'est-ce que vous mettez concrètement en place? Alors, il y a des ateliers. Alors on travaille beaucoup avec le photolangage aussi, pour permettre aux personnes de s'exprimer. On travaille avec des formateurs. On fait des ateliers aussi de conversation. Et puis là, on est avec la NCI, on a travaillé avec la coopérative donc des solutions sur un programme un peu expérimental où les personnes sont partie prenante de leur formation, du début à la fin. C'est-à-dire que c'est vraiment ça, faire le lien avec le quotidien. C'est-à-dire qu'on est 5 structures d'insertion réunies pour proposer aux personnes, c'est vraiment l'idée du pouvoir d'agir, c'est-à-dire donner le pouvoir d'agir. Exactement. Dès le départ, elles vont proposer ce qu'elles ont envie d'apprendre pour gagner en autonomie. Elles vont avoir un regard sur le rythme, sur le lieu d'apprentissage. Et ça va être agile comme ça tout du long de l'année. Et une petite anecdote, j'ai un monsieur à qui j'ai dit ça serait bien que vous ayez des cours de français. Et il me répond non, 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 j'en ai plein, je ne veux pas. Et là, je lui dis mais là, c'est super intéressant parce que vous allez décider du début à la fin et c'est vous qui allez décider de ce que vous allez apprendre. Ben, j'ai eu un changement de posture immédiat. Il m'a dit ah, alors là, ça va être pour moi. Je trouvais ça très intéressant. Ça va être pour moi. Je lui dis bah oui, bah ok, j'y vais. Voilà. Donc pour vous et selon vous, une manière de motiver et de mobiliser les gens, c'est de leur donner le pouvoir d'agir, de leur dire que cette formation, vous avez aussi le droit et vous avez aussi votre rôle en tant qu'acteur de la formation, de décider de quels sont vos besoins, comment évaluer vos besoins, d'être au bilan de votre évaluation et surtout de décider du contenu et de l'organisation de votre formation. Exactement. C'est une bonne expérience. Et du coup, ce projet, donc il y a 5 structures avec l'appui de FAS. Exactement, de la Fédération des acteurs de la solidarité. C'est ça. Voilà. Et du coup, par rapport à... C'est un projet qui va voir le jour là Alors, on est en phase d'évaluation. Le projet démarre le 4 novembre. Voilà. On est très, très impatients. En plus, c'est quelque chose... Enfin, je suis vraiment ravie qu'on ait pu mettre ce projet en place parce que ça fait 10 ans que je travaille dans l'insertion et pas mal d'années que mon bureau se trouve en face des bureaux, des salles de cours de français. Et ça fait plusieurs années que je vois l'absentéisme, les abandons, des gens qui dorment, des problèmes d'implication. Et je suis persuadée que, en fait, à partir du moment où on laisse les clés aux personnes et qu'on les laisse décider de ce qu'elles ont besoin d'apprendre à un instant T, eh bien, ces freins se lèvent. Donc là, on est très impatients de voir comment ça va se passer. Et déjà, je vois les personnes ont des idées. Quand j'ai parlé du rythme de la formation, nous, en tant que professionnels de l'insertion, et les formateurs étaient plutôt sur l'idée de demi-journée.
Et je vois, on commence déjà à avoir des gens qui disent, ah ben non, non, moi je préfère être en cours toute la journée pour mon organisation de vie personnelle plus le travail. Enfin voilà, on sent que ça bouge. Ben, c'est parfait. Donc, en réalité, le salarié, il n'est pas là pour être, donc, à qui on va proposer, on va dire, sur un plateau, une formation prédéfinie par les formateurs ou par les encadrants ou par locaux, etc. C'est lui qui décide. Oui. Donc, c'est lui, entre guillemets, le client qui décide. Donc, on change. Et vous, tous les acteurs, l'écosystème de la formation est au service du salarié pour pouvoir l'accompagner et répondre à ses besoins, que ce soit personnel et professionnel. Oui. Donc, on souhaite vraiment beaucoup de réussite à ce projet. Oui. Et j'espère qu'on se reverra dans un an pour dire bah là, l'impact. Quels sont les impacts de ce projet-là sur les personnes, mais également sur l'organisation de votre structure et par rapport aux objectifs de votre structure, parce que c'est hyper important aussi. La réussite du salarié, donc forcément, va impliquer la réussite aussi de votre projet, de votre chantier. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, merci. Vous avez vu là vraiment 2 organisations, un grand groupe, une structure d'insertion. Et on voit quand même beaucoup de similitudes, la bienveillance, le fait d'être créatif, donc, parce qu'on traite de l'humain, et l'humain, c'est très important, et le temps, le besoin de temps, et on est dans une logique de projet. Et pour pouvoir monter un projet, on a besoin d'acteurs vraiment assez convaincus pour avancer. Merci beaucoup. Merci Lamia. Donc avec tout ça, j'ai plus grand-chose à vous dire en réalité, si ce n'est vous présenter en fait par rapport à tout ce qu'on vient de dire. On a parlé beaucoup de risques, de menaces, mais il faut quand même savoir que le numérique, c'est aussi une opportunité, et notamment dans l'entreprise, puisque c'est l'opportunité de repérer justement les collaborateurs qui pourraient être en difficulté avec les savoirs de base. Donc ça, c'est important à dire. Et c'est pour ça qu'on a à la NSCI de programmes. On peut passer donc, à la suivante pour accompagner les entreprises, aider à sortir, une fois qu'on a fait le diagnostic, notamment grâce à l'outil Evagile, qui est une plateforme que vous trouvez facilement et gratuitement sur Internet. Qu'est-ce qu'on fait pour mettre en place un plan d'action? Donc, on a travaillé à la NSI avec 37 organisations du monde du travail pour élaborer la boîte à outils des incontournables, qui est disponible également sur Internet, mais aussi en format, on va dire, plus ludique, voilà, qui permet de prendre en main comme on voit sur la photo, donc un nuancier, c'est ça, merci Lamia, voilà, avec les différentes étapes, depuis la sensibilisation des différents niveaux de l'organisation jusqu'au départ en formation, en passant par l'élaboration d'un cahier des charges. Dans cette boîte à outils, on trouve bien sûr un cahier des charges type. Et puis après, bien sûr, une fois que le salarié a été accompagné, il faut aussi être présent à son départ, pendant la formation et au retour pour vérifier que tout correspond bien à ce qu'on s'était dit au départ. Et puis évaluer pour, dans une sorte d'itération, toujours améliorer la prise en charge de ces difficultés dans l'organisation. Ensuite, on a donc la coopérative des solutions, bien sûr, dont on a parlé pas mal ce matin, qui est en fait un programme de la NLCI qui permet de détacher en fait, un consultant. Alors, ce programme va bientôt s'achever sur l'année 2024. Mais on est en train de solliciter le Fonds social européen, et je pense que c'est bien parti pour que ce programme puisse en fait se poursuivre en 2025. Et au départ, en fait, il était plutôt destiné à prendre en charge des questions d'illettrisme et d'illectronisme sur un territoire. Donc, on a travaillé avec beaucoup de collectivités territoriales, d'associations et d'institutions. Et en réalité, assez vite, on s'est aperçu que c'était un super outil également pour accompagner les entreprises et faire en sorte en fait que tous les niveaux puissent être impliqués dans l'élaboration de la solution locale, donc la solution dédiée à l'entreprise. Donc ça, c'est un programme aussi qui est extrêmement adapté.
Voilà, donc sur les campagnes, c'est pour ça aussi, dans nos campagnes, notamment celle qui est en cours actuellement, qu'il faut en parler pour avancer. Donc ça, c'est le premier pas, on va dire. Là, sur cette affiche, on voit bien qu'il y a toujours quelqu'un qui est un relais, qui peut être un collègue, un ami, quelqu'un de notre famille qui va nous accompagner dans la sortie de l'illettrisme, puisque c'est parfois difficile d'en sortir seul et surtout d'avoir une appréciation de la situation. Donc ça, c'est important. Et on peut passer donc à l'autre slide qui était en fait une campagne réalisée par la NLCI il y a 2 ans qui montrait en fait, et on a pu rencontrer pas mal d'entreprises qui s'en font l'écho, qu'en réalité, quand une personne va mieux au sein d'une équipe, qu'elle reprend confiance en elle du fait d'une meilleure maîtrise des compétences de base, finalement, c'est toute l'équipe qui est impactée. Et en fait, on a une cohésion qui est améliorée puisqu'on n'est plus obligé de pallier au déficit voilà, d'un collaborateur qui serait un peu en retrait du fait de ces difficultés d'illettrisme. Alors, vous voyez aussi que, enfin, on ne parle pas d'illettrisme en direct avec, bien sûr, les personnes concernées, mais on va plutôt leur parler en termes positifs, comme on l'a dit tout au long de ce webinaire, pour leur montrer qu'il y a un avenir qui est le meilleur et qu'on peut maîtriser les compétences de base, quel que soit son âge et sa situation de départ. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Cécile sur l'uniformation. Merci Audrey. Alors, moi, j'interviens en dernière, donc c'est le plus difficile. J'espère que j'ai encore des personnes connectées et que je vais réussir à capter l'attention. Alors, Uniformation est un OPCO, comme on l'a dit, il y a 11 OPCO en France. Donc là, toutes les personnes qui sont connectées ne sont pas adhérentes à Uniformation, mais donc je vous invite à chaque entreprise connectée de contacter votre OPCO de référence pour avoir plus d'informations. Je ne vais pas m'attarder trop sur les critères de financement parce qu'on n'a pas la majorité d'adhérents à Uniformation. Pour autant, en tant qu'Uniformation, OPCO, la cohésion sociale, on accompagne les entreprises adhérentes à Uniformation à l'aide d'une offre de service. Dans offre de service, on va entendre des financements de formation, mais aussi des ateliers, des outils, des webinaires. Donc, on va vraiment accompagner et outiller les entreprises pour les aider à, d'une part, détecter les salariés en situation d'illettrisme et pour ensuite trouver une solution à travers la formation notamment. Donc, on va aussi, à travers, on va financer notamment des formations, mais aussi une certification professionnelle. Alors, vous aurez le support, hein, on ne va pas lire chaque chose dans le slide, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a mis en place avec la NLCI, notamment avec leur aide, des fiches qu'on appelle donc les essentiels. On a 5 fiches pratiques. La première qui s'intitule « Comment agir aujourd'hui ». La deuxième qui s'intitule « Partager les enjeux ». La troisième « Identifier les fragilités ». La quatrième « Agir en fonction des profils ». Et enfin, la 5e fiche pratique qui propose des parcours. Voilà, toutes ces fiches pratiques sont disponibles et vous pouvez contacter Uniformation si vous avez besoin de conseils, notamment pour les adhérents d'Uniformation. Le site d'Uniformation. Je vous ai mis un petit lien parce qu'on a un parcours de formation en ligne qui est gratuit, qui a été mis en place par la NLCI, donc la NLCI e-learning, pour qui, pour les directeurs des ressources humaines, les responsables de formation, les encadrants, enfin toute personne qui va accompagner les salariés dans son entreprise. Ça dure 1h30, le module dure 1h30, donc c'est vraiment pour vous dire que c'est pas long, c'est pas énorme. Donc on vous invite à vous connecter, c'est accessible à tout le monde, hein, pour le coup, à toute entreprise. Pourquoi certifier la maîtrise des compétences de base? Donc, les compétences de base, ça va être tout ce qui est mathématiques, français, etc. Et le mieux, c'est lorsque l'on va financer une formation à un salarié dans les compétences de base, le mieux, c'est quand même de le rendre certifiant, ce parcours de formation, de manière à pouvoir ensuite, dès lors qu'il va, tout au long de son parcours professionnel, postuler dans une autre entreprise, pouvoir valoriser, en fait, les formations qu'il aurait suivies. Donc, pour toute entreprise, il y a un certain nombre d'intérêts.
Et pour les salariés également, donc pour les entreprises, avoir des repères reconnus par la maîtrise, sur la maîtrise des compétences de base, motiver les salariés peu qualifiés, garantir l'adaptabilité des salariés aux évolutions des postes. Pour les salariés, l'intérêt, ça va être de valoriser leurs acquis dans la maîtrise de compétences de base, d'acquérir de nouvelles compétences, de reprendre confiance en eux, de faciliter leur parcours professionnel et d'accéder à des formations qualifiantes. Ça va leur permettre, dans leur parcours professionnel ensuite, de pouvoir accéder à des formations qualifiantes par rapport aux prérequis. Donc, CLEA, c'est une certification qui est interprofessionnelle, donc qui est reconnue à travers plusieurs branches. Il y a un référentiel qui est structuré en 7 domaines. Donc, la communication en français, l'utilisation des règles de base. Voilà, on vous les a tous cités. L'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique. L'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail d'équipe, l'aptitude à travailler en autonomie et de réaliser un objectif, la capacité d'apprendre à apprendre tout au long de sa vie et la maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires. Donc, vous avez le lien Certif Pro qui va vous permettre d'avoir toutes les informations sur cette certification. Le CLEA numérique, le fait que, en fait, on arrive maintenant à une digitalisation de plus en plus dans tous les domaines et métiers, pratiquement tous. C'est un socle qui va permettre de mettre en avant des compétences numériques. Donc, identifier son environnement et utiliser les outils associés, acquérir et exploiter de l'information dans un environnement professionnel numérisé, interagir en mode collaboratif et appliquer les règles et bonnes pratiques de la sécurité numérique, comme tout à l'heure, on l'a évoqué notamment avec Pascal sur tout ce qui est normes RGPD, etc. Alors, en tant qu'uniformation, on accompagne principalement tout type de, une vingtaine de branches professionnelles, dont le secteur des SIAE, donc représentait tout à l'heure Emmaüs Défi. On a un dispositif dédié au financement de formation pour les ateliers chantier insertion, notamment pour les salariés en insertion. Pour lutter contre l'illettrisme, on a des fonds en termes de formation pour financer tout ce qui est un parcours linguistique, français langue étrangère, alphabétisation, remise à niveau, etc. Donc tout ça, c'est propre à chaque OPCO. Donc nous, en tant qu'uniformation, on a des fonds dédiés. Je vous invite, en tant qu'entreprise, à contacter votre opérateur de compétences pour savoir si ils ont les mêmes typologies de fonds, en sachant qu'ils ont forcément des fonds, mais sur d'autres branches. Donc le webinaire va toucher à sa fin en termes de présentation. On va vous laisser maintenant la parole. Donc, on a une petite séance dédiée de questions-réponses. La règle, c'est de lever la main et ensuite de prendre la parole et on essaiera d'y répondre. Peut-être regarder dans la conversation. Oui. Alors, je vais regarder tout de suite dans le chat s'il y a des questions. Hop. Je vais regarder de mon côté. Alors, j'ai une question de... Alors, monsieur ou madame Boutrouille, je suis désolée, je ne sais pas si monsieur ou madame, je vous laisse allumer votre micro si vous êtes toujours là. Ou pas. Alors, je vais lire sa question. Il nous fait part qu'il a énormément de salariés en situation d'illettrisme. Ah, mince. Bon, vous n'avez pas le micro, pas de chance. Ok, bon, je vais lire votre question à voix haute. Donc, vous avez énormément de salariés en situation d'illettrisme et très peu de moyens en formation. Quels sont les relais extérieurs qui peuvent prendre le relais? Ça a répondu. Voilà. Du coup, j'ai répondu en disant que il fallait solliciter votre opérateur de compétences pour... Selon la typologie, c'est quelle structure? S'il peut nous dire. Donc, dans quel secteur d'activité? Quel secteur d'activité? Vous êtes quelle structure? Est-ce que vous êtes une structure d'insertion par l'activité économique? Vous êtes partie d'une TPE, médico-social. Ça, c'est une association dans le médico-social. Alors, si vous appliquez la convention collective, éventuellement du médico-social, sanitaire et social, ça doit être l'OPCO Santé, qui est votre opérateur de compétences. Donc, si vous acquiescez par le chat en disant que oui, vous les connaissez, on vous invite à les contacter directement. Vous avez... Oui, c'est bien eux. OK, bon, voilà. Vous allez
Juste pour information, l'Opco-Santé actuellement donc, a mené une étude sur la question et il y aurait de fortes chances d'avoir vraiment un programme qui suivra sur l'année 2025. Mais il ne faut surtout pas hésiter de contacter votre conseiller et sinon, Audrey, tu l'orienteras si besoin. Voilà. S'il est en Île-de-France, avec plaisir. Ouais. Parfait. Merci à vous. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat pour l'instant. N'hésitez pas. C'est le moment. Il vous reste à peu près, allez, 5 minutes pour poser des questions. À moins que tout ait été clair. Alors, tout a été clair, visiblement. On va laisser un petit temps de quelques secondes, le temps que, à mon avis, je pense que ça a l'air d'être très clair pour tout le monde. En sachant, donc je reprécise, dans le chat a été indiqué, oui, le support sera mis sur Teams. Donc vous allez pouvoir, dans la conversation, télécharger le support et le replay également. On va vous le mettre et il sera diffusé aussi sur différents réseaux, LinkedIn notamment, au niveau de la page ANLCI et tous les opérateurs autour de cette table, tous les intervenants pourront ensuite promouvoir ce replay. Je pense qu'il n'y a personne d'autre qui n'a des questions. Ça a l'air d'être très clair. En tant qu'uniformation, je tenais à remercier du coup toutes les personnes ici présentes autour de cette table. Merci à vous. Ah, on a une question? Merci beaucoup. Il n'y a pas de question. La richesse. Ah, il y a une main levée. OK. EA, est-ce que vous pouvez prendre la parole et... Est-ce que c'est le petit C'est bon, elle est activée là. La petite main pour EA, alors je ne sais pas qui c'est EA. Eddy Ameillan. Est-ce que Eddy Ameillan peut prendre la parole? Oui. On ne vous entend pas bien. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort? Vous augmentez votre micro. Au maximum, je pense. Ah, on ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez poser votre question dans le chat éventuellement, en doublant? Je crois que je suis au maximum du son, mais... Je peux toucher à ça. C'est bon. Est-ce que monsieur Ameillan peut essayer de reparler? Votre micro est désactivé pour l'instant. Ah oui. C'est Pix. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, super. parfait. Là, ça va bien. OK. Donc, je vais reposer ma question. Excusez-moi, je me réveille un petit peu tard. Je demandais, je fais partie du groupement d'intérêt public PIX, qui est une plateforme de montée en compétences numériques et qui propose une certification et notamment la double certification PIX et Cléa numérique. Dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, j'accompagne le service public de l'emploi et notamment des missions locales. Et il me pose souvent la question des relais partenariales pour pouvoir justement financer des formations post-diagnostic de PIX. Donc je me demandais tout simplement si Uniformation était bien l'OPCO des missions locales. Oui, tout à fait, un grand oui. D'accord. Uniformation accompagne bien le réseau des missions locales, tout à fait. Ok. Nous avons également l'ARML, qui est l'Agence régionale des missions locales. Donc, soit vous vous redirigez auprès de l'ARML, soit au niveau des missions locales, vous pouvez leur donner le contact d'Uniformation, sans souci. Ok, très bien. Je vous remercie. Merci à vous. Y a-t-il d'autres questions? Pas de main levée, visiblement. Eh ben, je pense qu'il va être l'heure de mettre fin à ce webinaire. Merci donc à tous les intervenants, mais aussi merci à vous en tant que personnes connectées. Vous avez été nombreux ce matin. Donc, merci d'avoir été là jusqu'au bout. Et n'hésitez pas si besoin. Et nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci.